On revient en ligne. J'espère que vous serez au rendez-vous après ce problème technique, ce qu'on appelle les aléas du direct. Eh oui. J'espère qu'il n'y a plus de grésillement. J'attends que vous reveniez. Merci de revenir. Coucou, dites-moi si c'est mieux au niveau du son. Oui, merci. Ça grésille plus, on est bien, on entend bien. Voilà, juste faites-moi le petit point technique pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour pouvoir bien travailler. Ah, génial le son, merci beaucoup. C'est trop content, c'est trop bien. Du coup, je laisse un tout petit peu de temps à chacun de pouvoir se reconnecter et revenir et on va pouvoir démarrer. Alors là, pas de son, c'est chez vous parce que les autres entendent. Donc a priori, Nathalie, il faut que vous regardiez chez vous si vous n'avez pas mis en mute ou un truc du genre. Voilà, à partir de maintenant, maintenant que je sais que pour la majorité, le son est bon, je ne m'occupe plus de la technique et je suis euh, complètement concentrée sur ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Donc, dans cette formation d'initiation à l'accompagnement professionnel des personnes neuroatypiques. Euh, j'ai choisi de d'appeler les personnes neuroatypiques, mais je vais vous dire ce que je fais rentrer dans neuroatypique, mais c'est pour éviter les phrases à rallonge, même si vous m'entendrez dire voilà, hypersensible. Donc dans les neuroatypiques, ça comprend pour ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne ce soir, les personnes hypersensibles, autrement appelées HSP, l'acronyme. Les personnes HPI, haut potentiel intellectuel. Les personnes avec un TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et après, forcément, il y a tout un spectre avec le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, les 10. Mais dans cette formation et dans cette initiation de 5 jours, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails des différentes dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, et je n'irai pas non plus dans le détail du TSA, bien qu'il y ait plein de choses qu'on va aborder quand on va parler de l'hypersensibilité, quand on va parler voilà, des différents fonctionnements neuroatypiques, forcément qu'il y a toute une partie qui intéresse aussi le champ du TSA. Cette semaine d'initiation, ça n'est pas une formation d'experts. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont déjà super experts et super experts du TDAH, du TSA, des 10, de l'hypersensibilité, du HPI. Mon propos n'est pas de vous faire un cours magistral sur chaque caractéristique et chaque critère diagnostique, si on peut appeler ça un diagnostic, des différentes neuroatypies, mais vraiment de vous partager ma vision et mon approche de comment vraiment on peut faire la différence et comment on peut aider les personnes neuroatypiques, non seulement à guérir de tout un tas de blessures émotionnelles, affectives, d'atteinte à l'estime de soi, voilà, vraiment en guérir et affronter les difficultés de vivre et de devoir vivre dans un environnement et dans un monde qui n'est pas toujours et pas forcément adapté à leur fonctionnement et qui même parfois est maltraitant de ces fonctionnements-là, mais aussi de vous montrer comment dans ma vision et dans cette approche thérapeutique et d'accompagnement des neuroatypiques, on peut aider les personnes neuroatypiques à non seulement affronter tout ça, s'en sortir, mais aussi
à se créer une belle vie. C'est-à-dire, on entend souvent ce slogan qui revient, faire de son hypersensibilité une force, mais plus que d'en faire une force, parce que en fait, ça n'est pas faire de son hypersensibilité une force. L'hypersensibilité, le HPI, le TDAH, toutes ces neuroatypies sont déjà des forces en elles-mêmes, sont déjà des spécificités qui sont merveilleuses, qui peuvent être très chiantes à plein d'endroits, très douloureuses même parfois à plein d'endroits, handicapantes aussi, il faut le dire. Et en même temps, ce sont des spécificités qui peuvent rendre la vie encore plus belle, avec plus de saveurs, qui peuvent être tellement utiles à plein d'endroits et devenir des ressources aussi, et donc des ressources d'épanouissement, des ressources d'expansion, des ressources d'évolution, pour que les personnes atypiques deviennent même des super contributeurs au monde et des super acteurs dans un système donné, dans des systèmes, dans une société, dans une société, plutôt que de subir la maltraitance d'un système, la maltraitance d'un environnement qui ne les respecte pas. Et en fait, c'est une approche qui permet de prendre sa place, quoi, vraiment, et d'arrêter d'attendre qu'on nous donne des miettes et de prendre sa place à part entière, sans se sentir une tare, sans se sentir décalé, incompris, sans se sentir plus faible que les autres, plus fragile que les autres. Au contraire, moi je trouve que quand on a puis je vais vous raconter un petit peu comment je suis arrivée à ça, parce que c'est mon parcours qui a coloré et qui teinte vraiment l'approche que je mets en place et que je transmets. Euh, je pense vraiment que euh, notre fonctionnement et toutes ces spécificités-là sont de merveilleuses ressources quand on arrive à les voir comme des ressources et quand on sort de ce qu'on a aussi voulu nous faire croire et ce qu'on a accepté, ce qu'on a acheté comme histoire, que on n'était pas assez, qu'on était trop, qu'on était bizarre, qu'on était fragile, qu'on était défaillant, qu'on était handicapé, même si parfois c'est vrai que bah voilà, moi si je prends mon exemple, je cumule pas mal de neuroatypies et une de mes neuroatypies c'est le TDAH. Ce TDAH-là, à certains endroits de ma vie, de mon quotidien et de mon fonctionnement, est un handicap. Vraiment, ça m'empêche. Il y a certaines choses que ça m'empêche de faire, où ça me prend plus de temps, où je suis obligée d'adapter les choses par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas de TDAH. Mais ce TDAH-là aussi, et donc la configuration de mon cerveau avec ce TDAH-là, me permet aussi d'avoir euh, d'avoir un regard sur le monde, d'avoir une espèce de vitalité qui est liée aussi à mon impulsivité, mais cette impulsivité qui est beaucoup mieux maîtrisée devient un élan et une vibrance et une vitalité et une énergie qu'on me reconnaît comme une force et comme une qualité de cette énergie qui peut être communicative et entraînante et ça devient un atout. Donc avant de voir ensemble ce soir, donc on est là pendant 5 jours. Ce soir, on va voir pourquoi justement une approche spécifique pour accompagner les neuroatypies est à mon sens vraiment nécessaire et c'est ça qui fait la différence entre des professionnels qui sont conscients et outillés et qui vont faire une vraie différence dans la vie des neuroatypiques et dans leur évolution et ceux qui ne sont pas conscients et qui ne sont pas outillés ou même qui sont réfractaires et qui disent que tout ça c'est des conneries et des effets de mode et qui font plus de mal que de bien. Donc on va voir ça ce soir et pourquoi moi ça me paraît primordial. Donc ça sera la soirée de ce soir, de comprendre ça. Demain, je partagerai avec vous la colonne vertébrale de mon approche, de cette approche de psychopraticienne, de thérapie, d'accompagnement des personnes neuroatypiques. Et donc, je vous partagerai
vraiment, je partagerai avec vous, oui parce que je vous partagerai, c'est pas français. Euh, voilà. Donc je partagerai avec vous, pour être précise, euh, vraiment les trois, quatre grands piliers de cette approche-là, qui est une approche qui fonctionne vraiment très 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 bien. Et donc vous aurez déjà des billes que vous pourrez rapatrier dans vos propres pratiques si vous accompagnez déjà des personnes. Le troisième soir, on travaillera sur la posture d'accompagnant et quelle posture spécifique euh, pour accompagner les personnes neuroatypiques, mais aussi quelle posture et comment travailler sa posture quand soi-même on est un accompagnant, thérapeute, coach neuroatypique. C'est parce que je vois vos petits messages, ça me fait sourire. Merci beaucoup, c'est très gentil. Moi aussi, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Et donc vraiment de voir aussi, voilà, euh, comment on va pouvoir travailler cette posture quand soi-même on est neuroatypique, parce que ça a des incidences. On n'est pas le même accompagnant quand on est neurotypique que quand on est neuroatypique. Et si, quand on est neuroatypique, on n'a pas apprivoisé déjà soi-même son fonctionnement, qu'on reste enfermé dans plein de freins, dans plein de croyances limitantes, dans plein de blocages, alors on va être même en inconfort euh, dans notre posture d'accompagnant et dans notre capacité et dans vraiment la confiance qu'on peut avoir dans notre capacité à vraiment bien accompagner les gens. Ou alors, et ou d'ailleurs, et c'est ça qu'on verra le troisième soir, de voir comment aussi le fait d'être neuroatypique euh, a une incidence sur notre manière, ne serait-ce voilà, de gérer notre temps et de gérer notre énergie, de voir aussi comment ces neuroatypies-là, en tant qu'accompagnants, euh, peuvent aussi nous malmener si on ne les apprivoise pas et si on n'a pas voilà, des piliers qui vont nous aider à contribuer à exercer ce métier qui nous tient tellement à cœur et qui résonne tellement en nous et qui a tellement de sens et qui a tellement de sens sans y perdre notre âme ou sans nous épuiser littéralement. Donc c'est ça qu'on verra aussi le troisième soir. Le quatrième soir, ça sera, je vous présenterai des professionnels dans leur domaine, chacun dans leur domaine, euh, des professionnels qui accompagnent, qui se sont spécialisés dans l'accompagnement des neuroatypiques. Donc, il y aura une psychiatre, des thérapeutes, naturopathes, praticiennes en réflexe archaïque, hypnothérapeutes, vraiment tout. Voilà, je vous présenterai ces personnes-là et je vous présenterai des personnes aussi que j'ai formées professionnellement et qui se sont spécialisées dans l'accompagnement des personnes neuroatypiques et vraiment qui viendront partager avec vous leurs pratiques, ce que ça a changé aussi, comment elles appréhendent leurs accompagnements. Et le cinquième jour, ça sera un live de questions-réponses. Donc pendant la semaine dans le groupe Facebook, je vais vous demander on va faire un post. Il y a Angélique qui est mon assistante qui mettra un post dans le groupe Facebook avec vos questions pour qu'on centralise et que toutes vos questions et je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre donc à la cinquième séance qui sera une séance de questions-réponses voilà et ça fera une bonne semaine déjà. Alors, pourquoi cette semaine d'initiation? Deux objectifs à cette semaine d'initiation. Premier objectif, c'est la cinquième édition de cette formation. C'est une formation qui me tient énormément à cœur, que je donne gratuitement
Premièrement, justement, parce que j'ai à cœur de sensibiliser un maximum de gens, et notamment de professionnels ou de personnes en reconversion qui aimeraient vraiment accompagner des neuroatypiques. Donc j'ai à cœur de sensibiliser un maximum de gens à la cause des personnes neuroatypiques, parce que j'en ai marre de voir des catastrophes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et beaucoup trop de souffrances qui pourraient être éviter. Donc ça, c'est ma partie vraiment euh, œuvre sociale à moi et contribution de dire que j'ai la joie. Je le fais déjà toute l'année sur mon compte Instagram où je poste énormément de choses pour sensibiliser. Mais voilà, 2 fois par an, j'ai la joie de pouvoir offrir cette formation-là pour sensibiliser. Et cette formation-là gratuite, bien évidemment, est aussi le prélude à ma formation, à une formation professionnelle où il y a 2 sessions par an, qui est une formation de 6 mois. Donc c'est une formation professionnelle de psychopraticien, psychopraticienne spécialisée en neuroatypie, donc dans l'accompagnement des neuroatypies. Et donc en toute transparence, cette initiation de 5 jours vous permet aussi de pouvoir en savoir plus justement sur mon approche, sur les outils que j'utilise et que je transmets et que nous transmettons, parce que nous sommes toute une équipe de formatrices dans cette formation professionnelle. Et donc voilà, c'est vraiment l'occasion aussi de vous présenter ça. Et j'espère, et je ne m'en cache pas, j'espère de vous donner envie de venir vous former de manière professionnelle pour à votre tour enrichir votre pratique professionnelle et devenir des accompagnants qui font vraiment la différence et qui vont changer la prise en charge de ces personnes neuroatypiques. Et il y en a grand besoin, et on arrive au pourquoi du comment, comment c'est arrivé tout ça, et pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui. Je suis là avec vous aujourd'hui, et c'est donc cette 5e édition parce que j'en ai vraiment marre. Depuis, moi, ça fait 20 ans que je suis psychothérapeute. Je suis spécialisée dans les neuroatypies. Entre autres, je vais pas vous refaire tout mon CV. Franchement, vous tapez sur Google et vous allez avoir tout mon CV si vous voulez. Donc le but n'est pas là de vous raconter tout ce que je fais et toutes les casquettes que j'ai. Bien évidemment, en tant que bonne neuroatypique, je suis multicasquette et multifacette, telle une belle boule à facettes, comme tout le monde. Et donc j'ai plein de casquettes professionnelles. Mais ce qui me tient énormément, énormément à cœur, c'est l'accompagnement des personnes neuroatypiques, parce que ça vient de mon histoire personnelle où voilà, moi je le sais depuis que je suis petite que je suis hypersensible. J'ai été diagnostiquée, ou en tout cas identifiée au potentiel intellectuel quand j'étais enfant, sauf qu'on n'en a rien fait et que la conclusion ça a été: Audrey est une enfant surdouée, elle devrait très très bien réussir ses études. Voilà, fin de l'histoire. Voilà. Donc si ça se savait, de savoir juste qu'on est au potentiel, et ben tout serait absolument génial. Sauf que la réalité est tout autre, et ça ne suffit pas. J'ai découvert et j'ai été diagnostiquée avec un TDAH à l'âge de 37 ans, 35 ou 37, je sais plus, autour de 35 ans, on va dire. Donc ce qui est un diagnostic tardif. Et moi, je suis venue vraiment m'intéresser à la question des neuroatypies et de la prise en charge des neuroatypies à l'occasion de mes enfants et des difficultés que mes enfants ont rencontrées, des grandes difficultés. J'ai 4 enfants de l'âge de 28, l'aîné à 28 ans, il va avoir 29 ans, et le petit dernier à 12 ans. Et ces 4 enfants-là sont neuroatypiques. En même temps, il y a quand même une petite histoire d'hérédité dans les neuroatypies et de génétique. Donc jusqu'ici, tout est cohérent. Et mes grands-enfants, donc j'ai été confrontée très très tôt à la souffrance de mes aînés qui ont été... voilà, c'est une histoire parmi vous, j'imagine, certainement banale, et qui ressemble à ce que vous vivez peut-être avec vos propres enfants, d'être confronté à un système scolaire qui n'est pas du tout adapté et qui peut être maltraitant, confronté à un entourage qui nous attaque sur notre éducation, ou en tout cas sur notre manque d'éducation et sur notre laxisme, parce qu'on a des enfants insupportables alors qu'en fait ils ont des TDAH, d'être confronté à des médecins
médecins, à des psys qui disent que donc dans le lot en plus j'ai au moins deux diagnostiqués avec un TSA et donc d'avoir été confrontée à des psys qui disent que bah, de toute façon l'autisme c'est à cause des mères psychorigides et que et du manque qu'est-ce qu'on avait sorti une fois? Euh, ah oui, que j'étais une mère abandonnique et qu'en fait mon fils était devenu autiste parce que je n'avais pas su créer le lien avec lui quand il était bébé. Enfin donc plein de conneries de ce genre-là. Que le TDAH, bah, de toute façon c'est juste une fausse excuse pour des parents qui sont laxistes et des enfants qui sont complètement impolis et qui sont des sauvages que le HPI, c'est de la branlette intellectuelle narcissique pour des parents qui croient que leur enfant est la septième merveille du monde, alors que finalement pas tant que ça, et que l'hypersensibilité, c'est les chochottes. En gros, je vous ai fait tout un panel de tout ce que j'ai pu entendre, y compris de la part de certains psychiatres, y compris de certains enseignants, y compris de psychologues, y compris, voilà, et j'imagine que vous avez connu. Et moi, à cette époque-là, ça a été très 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 violent parce que donc c'était il y a plus de 25 ans. Non, c'était il y a 20 ans, exactement, où j'ai été vraiment confrontée à une grande dépression de mon fils aîné, qui était en grande dépression, euh, et, euh, et on a traversé ça, on en est sorti. Euh, et c'est à cet endroit-là que je me suis dit que il fallait vraiment faire quelque chose, il fallait vraiment agir et qu'on pouvait pas laisser. Moi, je me suis dit vraiment à cette époque-là, je me suis dit putain, moi, voilà, il s'est passé, enfin, mon histoire de vie, voilà, que je vais pas raconter ce soir ici, mais où j'ai traversé énormément de violences et énormément de traumas et que je m'en suis sortie et je savais que j'avais, enfin, j'ai une grande résilience à l'intérieur de moi et à l'époque, j'ai eu cette conscience-là, je me suis dit, bah voilà, moi peut-être que mon histoire de vie me permet d'être assez forte et d'encaisser ces choses-là et de pas en faire une histoire personnelle et de dépasser ça, mais c'est pour toutes ces personnes qui prennent ça et qui le prennent de plein fouet et voilà, ça a failli détruire mon fils et donc de vraiment de personnes qui peuvent être détruites par des jugements, détruites par une incompréhension et je me suis dit mais il faut vraiment faire quelque chose, faut agir, faut il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer aux parents pour qu'ils déculpabilisent, pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Il faut former les enseignants. Il faut agir. Et c'est là que j'ai commencé à agir et que je me suis dit, OK, moi, dans mon cabinet, ben, voilà, je vais me spécialiser là-dedans. Donc, j'ai commencé à faire des formations. Je suis allée me former chez Hélène Aron, qui est la spécialiste de l'hypersensibilité. J'ai fait des formations. À l'époque, c'était il y a 20 et quelques années chez Jeanne Fachin, qui avait été vraiment quand son livre sur les enfants HPI est sorti. Et donc, j'ai commencé à être avide de me former, à lire toutes les études scientifiques sur le TDAH, sur vraiment d'apprendre pour avoir un socle très très costaud, surtout parce que je savais que j'allais être attaquée et de commencer dans mon cabinet à mettre en place des choses qui et j'ai testé plein de choses en fait, des outils qui pouvaient aider, des approches qui pouvaient aider. J'ai commencé à m'intéresser à la systémie, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui était thérapie émotionnelle, à l'hypnose, à plein d'approches. Il y en a dans l'eau, je me suis dit bah ça marche pas très bien, j'ai essayé, ça marche pas très bien. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ouais, mais il faut voir plus grand. Et voir plus grand, c'est passé d'abord par un livre qui s'appelle Apprendre autrement avec la pédagogie positive, qui est sorti en 2013 et, euh, et qui m'a permis, enfin avec mon associé à l'époque, avec ma co-autrice, qui nous a permis vraiment de toucher, on a vendu 100 000 exemplaires et ça nous a permis de toucher énormément de familles et énormément d'enseignants et on a vu plein d'enseignants qui ont commencé à venir se former chez nous à notre approche de comment on aborde les apprentissages pour tous les enfants, mais aussi ce qu'on véhiculait dedans, c'était une approche qui fonctionnait très 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 bien pour les neuroatypiques. Et on s'est dit, mais en fait, ce qui fonctionne pour les neuroatypiques, a fortiori, ça fonctionne pour les neurotypiques.
l'inverse n'étant pas vrai. Parce qu'en fait, euh, quand on voit qu'il y a entre 25 et 30% de neuroatypiques, tout confondu, hein, toute spécificité confondue, on se dit que bah c'est beaucoup quand même. Genre une personne sur quatre, c'est beaucoup. Une personne sur trois, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est pas beaucoup. Ça reste marginal. Ça veut dire que le système éducatif, en tout cas les injonctions éducatives, la société, le rythme imposé par la société, les injonctions, le système éducatif français. Je parle du système éducatif français puisque on est en France. Oui, Florence, t'étais dans la promotion 2018, je m'en rappelle très bien. Euh, ce système-là, il a été fait, il a été conçu pour les neurotypiques. Les professionnels, les managers, tout le monde a été formaté dans sa méthode d'appréhender le fonctionnement des autres pour des neurotypiques. Et donc, pas du tout adapté aux personnes neuroatypiques à qui on demande depuis des années et des années et des années de s'adapter, voire de se suradapter à des environnements et à des méthodes et à des approches avec tous les jugements qui vont avec, qui ne leur font pas du bien et qui leur font même plus de mal que de bien. Sans compter sur les erreurs diagnostiques, où moi j'en ai marre, et ça fait des années que j'en ai marre, mais le fait d'agir, j'en ai un peu moins marre, puisque j'ai l'impression d'agir, donc je me sens moins impuissante, où dans mon cabinet pendant des années, j'ai vu arriver à moi des enfants et des adultes, mais notamment des adultes, avec des diagnostics de bipolarité, avec des diagnostics de schizophrénie, avec des diagnostics de dépression chronique, avec des diagnostics de des trucs de fou en fait. Je suis pas en train de dire que quand on est neuroatypique, on peut pas être bipolaire. On peut l'être. Quand on est neuroatypique, on peut être schizophrène. Quand on est neuroatypique, on peut être plein de choses. On peut avoir aussi des psychopathologies. On peut avoir des troubles. Là où le bas blesse, c'est que des professionnels, y compris des psychiatres, qui ne sont pas formés ou qui rejettent en bloc même, bon, pour cela on peut rien faire, s'ils rejettent, ils rejettent. Mais en tout cas, ceux qui sont pas informés et ceux qui sont pas formés, aux neuroatypies, portent des diagnostics erronés qui vont après coller à la personne et avoir des incidences plus ou moins graves et parfois voire très graves chez ces personnes-là à qui on a collé des diagnostics qui étaient erronés. Et je me suis dit, mais purée, mais en fait, si les gens et si les professionnels comprenaient vraiment ça, comprenaient les spécificités, les connaissaient sur les bouts des doigts, eh bien, il y aurait beaucoup moins d'erreurs diagnostiques et donc on pourrait mettre en place des prises en charge qui sont aidantes, qui sont vraiment, vraiment aidantes. Cohérence cardiaque, oui, on connaît la cohérence cardiaque, bien évidemment. La cohérence cardiaque, il y a plein de pratiques, plein de pratiques de régulation du système nerveux euh, qui, euh, qui sont absolument géniales. Indépendamment des outils qu'on peut utiliser, moi, ce qui a été vraiment mon credo, mais depuis 20 ans que j'exerce et depuis 20 ans que voilà, j'ai dévoué, enfin, c'est une grande partie de ma mission, c'est vraiment ça, c'est vraiment la cause des personnes neuroatypiques, ça a été que, au-delà des outils qu'on peut utiliser, et bien évidemment qu'il y a des outils qui sont extraordinaires et qu'on peut utiliser, c'est de mettre une cohérence dans l'accompagnement qu'on va proposer pour vraiment accompagner dans sa globalité et pas seulement outiller, donner des méthodes de travail parce que bien évidemment que on pourrait dire bah oui bah les personnes neuroatypiques allez un petit coup de cohérence cardiaque un petit coup de mind mapping voilà et trois genuflexions et je sais pas quoi et ça suffit. Si ça suffisait, ça se saurait. Donc, c'est génial, mais ça n'est pas suffisant. Ce qui, à mon sens, est très très important, c'est vraiment de pouvoir apporter déjà une, de faire œuvre de pédagogie
dans un premier temps, et donc vraiment d'expliquer aux personnes leur fonctionnement, et après de mettre une cohérence dans un accompagnement qui va être global et qui va agir aussi vraiment sur une restauration, et c'est ça qu'on verra demain, sur une restauration affective, émotionnelle. C'est un vrai travail de guérison parce que, qu'on le veuille ou non, la situation est que, euh, et notamment avec les adultes, les jeunes adultes et les adultes, il y a eu des dégâts, vraiment beaucoup de dégâts qui ont été faits. Et quand on reçoit ces personnes-là, il y a tout un travail de guérison, guérison émotionnelle, guérison énergétique, guérison affective à faire. Il y a tout un travail de restauration d'identité. Il y a un gros travail identitaire à faire. Et si on ne fait pas ce travail-là et qu'on se contente juste de d'utiliser des outils, ce qui est déjà pas mal, ok, mais à mon sens, on passe à côté. On passe à côté de la vraie aide qu'on pourrait apporter, qui fait la différence entre faire avec sa neuroatypie, voilà, colmater les brèches, survivre quoi, arriver à survivre et arriver et carrément mieux vivre, s'éclater, s'épanouir, se déployer. La différence pour moi, elle est là, elle est que première étape, donner des outils, c'est absolument génial déjà parce que ça aide à aller mieux. Vraiment, ça aide à mieux travailler, ça aide à plein de choses, plein de choses. Et l'étape d'après, c'est arriver à s'épanouir, se déployer, se sentir à sa place dans le monde, prendre sa place et réaliser son plein potentiel. Et c'est ça qu'on veut et c'est ça qui est possible, vraiment qui est possible. C'est pas juste arrêter d'aller mal, c'est aller bien, aller bien. Et moi, c'est l'objectif que je me suis fixé avec les personnes que j'accompagne depuis toutes ces années. Bien évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, et c'est ça aussi qu'on verra au troisième soir quand on parlera de la posture d'accompagnant, surtout quand soi-même on est neuroatypique avec toutes les spécificités qu'il y a et qui vont avec ces fonctionnements-là. C'est aussi de reconnaître ben, nos limites aussi d'impuissance, puisque tout ne dépend pas de nous, ça dépend aussi de la personne, et c'est pour ça que on peut avoir les meilleurs outils de la Terre, on peut avoir une approche qui est absolument géniale et faire du mieux qu'on peut et faire super bien son travail. Tout ne dépend pas de nous, donc c'est pour ça que en toute humilité, je dis que parfois ça ne suffit pas en fait, et qu'on peut être très bon et dans ce qu'on fait, et ça ne suffit pas, et ça ne suffit pas pour le moment. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas y revenir quelque temps après, quand ce sera le bon moment pour elle. Ce qui me fait penser, parce que je vois, il y a beaucoup de questions sur le TDAH, sur les mauvais diagnostics. Ce qui me fait penser à cette question-là de pourquoi c'est si important d'avoir une approche spécifique de l'accompagnement des neuroatypies, c'est aussi pour comprendre que, bah, par exemple, euh, quelqu'un qui a un TDAH, vous savez, parfois on est confronté avec des patients, avec des clients, à des personnes qui euh, se découragent vite, ou alors ne font pas les exercices qu'on leur donne, on leur présente des outils et ils ne s'en saisissent pas, ils s'entraînent pas chez eux alors qu'on leur a demandé de s'entraîner chez eux, ils loupent des séances, ils décommandent pas, ils oublient et tout ça, et souvent moi j'entends, je fais beaucoup de supervision, euh, et j'entends souvent, oui bah je crois qu'en fait la personne, elle est pas motivée, elle est pas engagée vis-à-vis d'elle-même, elle est pas dedans. Bon, en gros, voilà, elle a la flemme. Je sais pas franchement si ça vaut vraiment le coup de continuer l'accompagnement. C'est vrai que c'est un argument. C'est vrai que parfois on peut se poser la question.
de savoir si la personne vraiment s'est pas engagée à la légère, si elle n'est pas venue en traînant des pieds juste parce que son conjoint lui a dit ou sa copine lui a dit non mais tu faut vraiment faire quelque chose, c'est plus possible, faut vraiment que tu ailles voir un psy, faut vraiment que tu ailles te faire aider ou que tu ailles voir un coach et que la personne elle est venue un peu ouais pour faire plaisir à l'autre mais que c'était pas une demande d'elle, ça peut être ça. Ça peut être que c'est pas le bon moment pour elle, qu'elle est pas encore prête, qu'elle a pas envie d'aller gratter certaines choses. Mais ça peut être aussi lié à un TDAH. Par exemple, une personne qui a un TDAH, elle peut être très motivée et très engagée, mais son TDAH fait que, bah, naturellement, en tout cas, elle lâche les choses, elle a du mal à être persévérante, elle a du mal à mettre en place des routines. Euh, et si ça, on ne le comprend pas, on ne le sait pas, on va porter juste un jugement de eh ben elle est pas engagée, elle est pas prête, c'est pas le bon moment pour elle, limite elle me fait chier parce que ça avance pas, donc c'est pas très satisfaisant pour moi en tant que praticien. Et du coup, on passe à côté d'une personne qui est atypique, qui a un TDAH probablement, et pour qui justement qui a envie et pour qui c'est difficile justement, et avec laquelle il va falloir mettre en place une autre approche, prendre en compte ça de la même manière que de prendre en compte des hyperesthésies. C'est-à-dire que quand on est praticien, quel que soit le praticien qu'on est, et qu'on a affaire à des gens, par exemple, qui sont hypersensibles, et dans l'hypersensibilité, il y a les hyperesthésies, les hyperstimulabilités sensorielles, et que la personne, elle est très sensible au bruit, elle est très sensible à la lumière, elle est très sensible à plein de choses, et que elle est gênée dans l'environnement que vous proposez, bah, il y a deux manières en fait de dire putain, fais chier, elle est chochotte celle-là, elle est toujours en train de remarquer le petit bruit, le petit machin, le petit truc, et ça peut créer de l'énervement. Mais franchement, l'énervement que ça crée, moi c'est ce que je renvoie toujours en tant que praticien, en tant qu'accompagnant. Posez-vous les bonnes questions, vraiment. Voilà, si ça m'agace, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Si je rentre dans du jugement direct de oh là là, la princesse au petit pois là, elle est chochotte, elle voit plein de tous les petits trucs, elle me fait perdre mon temps. Ou alors, si je suis initiée, si je suis vraiment sensibilisée, outillée, eh bien, je vais pouvoir reconnaître que ça fait partie du fonctionnement et je vais mettre en place des choses qui favorisent un environnement qui est respectueux des personnes que j'accompagne et qui du coup va être efficace. Je crée un environnement qui permet une prise en charge qui va être beaucoup plus efficace. Je sors des jugements, je sors de l'agacement. Donc c'est vraiment ça. C'est faire la différence. Par exemple, si je suis naturopathe, eh ben je peux être naturopathe classique et c'est déjà génial, sachant que la naturopathie pour moi, la prise en charge en naturopathie ou en micronutrition, en tout cas de s'intéresser au microbiote quand on prend en charge des personnes qui sont neuroatypiques, c'est fondamental. C'est pas optionnel, c'est fondamental. Ça fait partie intégrante de la prise en charge. Si on ne s'intéresse pas au microbiote, pour moi, on passe à côté de beaucoup de choses et d'une grande solution à beaucoup de problèmes. Vraiment. Pourquoi? Parce que dans le microbiote, dans notre microbiote, dans tout ce système et dans le système digestif, on a tous les précurseurs qui synthétisent les neurotransmetteurs comme la sérotonine, comme la dopamine qui régulent l'humeur, qui sont les hormones de la récompense, qui sont les hormones de la motivation, et qui sont les hormones de régulation de l'humeur. On dit souvent que le ventre, c'est le deuxième cerveau, mais en vrai, le ventre, c'est le premier cerveau. Pendant l'embryogénèse, eh bien, quand l'embryon il s'est formé, les premiers neurones se sont créés au niveau du système digestif et ont migré pour fabriquer les neurones du cerveau. Mais au départ, c'est dans le système digestif, les GABA par exemple, c'est aussi un neurotransmetteur, le système digestif. Donc, ce microbiote, toute cette flore intestinale, tout cet écosystème, si
on ne va pas regarder de ce côté-là, on passe à côté de beaucoup d'informations et beaucoup de solutions aux problèmes. Sachant que chez chez beaucoup de neuroatypiques, et notamment quand il y a de l'hypersensibilité, euh, quand il y a du TDAH aussi, par exemple, du TSA aussi, pour ne citer que cela, mais forcément chez les HPI on va le retrouver puisque chez les HPI il y a de l'hypersensibilité. Entre HPI on est sur un spectre, hein, donc HPI, à quel endroit du HPI je me situe et est-ce que je dérive pas sur l'échelle dans le spectre vers du TSA? Vous voyez, les limites elles sont parfois très très ténues. Donc, quand on parle de neuroatypie, il y a vraiment des spécificités aussi au niveau digestif, des hypersensibilités, des hyperréactivités. Donc, un naturopathe, alors c'est vrai que, mais j'ai été étonnée. C'est-à-dire que il y a des naturopathes qui sont super, mais qui sont pas forcément ultra spécialisés, qui s'y connaissent pas forcément, dans les incidences spécifiques par rapport aux neuroatypies. Et je trouve que quand on est naturopathe, d'ailleurs, il y a plein de naturopathes qui viennent se former euh, à cette spécialité en neuroatypie pour pouvoir enrichir leur pratique, pour vraiment encore mieux prendre en charge les personnes qui sont neuroatypiques avec les connaissances qu'elles ont. Et pour les autres, bah, le but du jeu, c'est pas de s'improviser naturopathe, ou micronutritionniste, mais c'est d'avoir assez de connaissances dans le domaine pour pouvoir orienter et bien orienter les personnes qu'on accompagne et dire, tu vois, là, ça peut être vraiment intéressant d'aller faire un bilan pour voir où tu en es de cet équilibre-là et quelle incidence ça a sur les échanges chimiques, sur les neurotransmetteurs qui entrent en jeu dans la régulation de l'humeur, dans l'impulsivité, dans l'attention, dans la mémorisation, dans le sommeil, dans à peu près tout, en fait. Donc, d'où l'intérêt vraiment d'avoir des connaissances et une approche très spécialisée et très spécifique avec une très bonne connaissance des neuroatypies pour pouvoir offrir aux personnes qu'on accompagne vraiment une prise en charge complète qui va permettre d'aller brosser tout et d'apporter des solutions qui sont très concrètes et très aidantes et pas juste je te file oui oui juste je t'écoute ou je te file trois outils parce que j'ai lu un livre voilà enfin je vraiment et dans tout ce que je vais dire n'y voyez pas n'y voyez pas de jalousie ou de rivalité ou de trucs comme ça, mais alors je suis tellement pas là-dedans. Moi, je pense que vraiment le soleil brille pour tout le monde. Il y a des clients à tous les étages, à tous les niveaux de prix, à vraiment partout et pour tout le monde, chacun trouve ses clients. Donc c'est vraiment pas le truc. Ce qui m'effraie un peu de l'autre côté maintenant du spectre, c'est-à-dire que on a euh, certains et beaucoup, on va dire la majorité malheureusement encore de professionnels euh, euh, psychiatres, médecins, enseignants, enfin voilà, professionnels de santé qui sont vraiment pas au fait et qui prennent pas en compte les neuroatypies, malheureusement. Donc ça, c'est une partie. Et de l'autre côté, on a un pullulement, et en plus avec les réseaux sociaux et Instagram, ça fait caisse de résonance, un pullulement de coachs autoproclamés spécialistes de l'hypersensibilité parce qu'ils ont lu trois livres sur l'hypersensibilité et qu'ils ont fait une formation de 4 heures sur le sujet qui propose d'accompagner des personnes sans avoir un socle quand même et théorique et pratique un peu costaud quand même et un peu et un peu poussé, un peu bien poussé même et qui du coup ben décrédibilise aussi tous les autres, tous ceux qui font du bon boulot et qui font un bon job. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand on voit toute l'offre qu'il y a et toutes ces improvisations un peu douteuses quand même. Enfin moi je trouve ça même assez inquiétant. J'ai quelques exemples en tête de d'influenceuses qui étaient influenceuses beauté et du jour au lendemain elles sont devenues coach en hypersensibilité.
Ça me fait un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, sauf si, à moins qu'elles aient fait une super formation, et là, tant mieux, très bien, bravo, mais c'est pas en tout cas ce qui se dégage de leur communication. Parce qu'en fait, il suffit pas juste d'être hypersensible ou d'avoir un TDAH ou d'être HPI pour être thérapeute ou coach, enfin, ou être capable d'accompagner correctement sans faire n'importe quoi et sans dire n'importe quoi, des personnes elles-mêmes neuroatypiques qui sont déjà en situation, en général, quand elles viennent nous voir, c'est qu'elles vivent pas leur neuroatypie super bien. Les gens qui vivent leur neuroatypie super bien ont pas forcément besoin de nous, sauf pour aller encore mieux. Voilà, moi je vais très bien dans mes neuroatypies et j'ai toujours des superviseurs, des coachs et des psys que je vais voir, mais parce que ça me fait du bien et parce que je pense que le chemin d'évolution, il s'arrête jamais. Enfin, c'est pour toute la vie. Mais sinon, on voit aussi arriver des gens qui vont vraiment pas bien, qui ont été abîmés, qui sont en quête, voilà, de guérison, de mieux-être. Et je trouve que c'est important de pouvoir leur offrir des professionnels qui savent non seulement de quoi ils parlent et pas juste moi comme je suis hypersensible, bah, je vais pouvoir te coacher, je vais pouvoir t'aider parce que je sais ce que c'est que d'être hypersensible. Non, je suis pas d'accord. Franchement, non. Euh, c'est un métier, ça s'apprend. Il y a vraiment en J3, donc après-demain, on parlera vraiment de la posture d'accompagnant. Ça ne s'improvise pas en fait. Il suffit pas juste d'être HPI pour accompagner des HPI. Voilà. Sinon, votre copine HPI, ça suffirait d'aller prendre des cafés avec elle pour aller mieux. Même si ça fait du bien aussi les copines. On peut pas merci, oui, on peut pas se baser uniquement sur nous-mêmes parce que sinon ça serait un beau bordel en plus. Mais oui, tu as entièrement raison. C'est vraiment ce truc-là. Je vois que ça vous fait rire. Donc, d'un côté, c'est important moi, j'ai vraiment à cœur de former des professionnels de santé qui veulent enrichir leur pratique, voilà. Et de l'autre côté, de former aussi des gens qui sont peut-être pas psychiatres, qui sont peut-être pas psy, qui sont peut-être pas, voilà, naturopathes déjà installés et tout ça, et qui sont peut-être juste, enfin, c'est pas juste, il n'y a pas d'échelle de valeur. Moi, vraiment, je ne fais pas de hiérarchie, hein, vraiment. Euh, mais voilà, et qui veulent vraiment se spécialiser là-dedans. Et je dis que plus il y aura de monde bien informé et bien formé, mieux le monde ira. Pourquoi? Parce que, mais ça n'engage que moi. Je pense que le monde irait beaucoup mieux si les neuroatypiques retrouvaient assez de niaque et assez de force pour prendre leur place et contribuer vraiment au monde sans se laisser intimider par ceux qui ont l'air d'être sachants et puissants et les plus forts comme ça, et de revenir à la sagesse ancestrale en fait. Parce que historiquement parlant, bah en fait les chefs de tribu, c'était des neuroatypiques, c'était des hypersensibles. Pourquoi? Et vraiment, hein, dans la préhistoire, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, où on s'est rendu compte que ceux qui guidaient les autres et ceux qui guidaient les groupes, et donc ceux qui guidaient les tribus, c'était plus les personnes hypersensibles, parce que en fait, un cerveau hypersensible est un cerveau qui est plus vigilant que la moyenne. Il y a d'ailleurs cette hypervigilance qui peut vraiment nous faire suer et nous fatiguer, nous épuiser d'être tout le temps dans cette hypervigilance. Mais en fait, cette hypervigilance-là, elle était hyper utile pour garantir la sécurité du groupe parce que les cerveaux hypersensibles et neuroatypiques sont hyper réactifs à tout et y compris aux signaux faibles. Donc, c'était des plus, si vous rajoutez l'intuition, si tu vous rajoutez la lucidité, si vous rajoutez toutes ces caractéristiques en fait qu'on retrouve chez les neuroatypiques, eh bien, ça faisait des super managers, des super leaders, pas managers, des super leaders qui voilà, qui guidaient en fait, c'était des guides par leur humanité, par leur capacité à créer du lien, par leur intuition, par leur intelligence justement émotionnelle, jusqu'à ce que il y ait eu un renversement avec la propriété privée et les propriétaires terriens, où c'est devenu
voilà, la loi du plus fort, les plus forts qui prennent le pouvoir et qui du coup relèguent tous les neuroatypiques et les hypersensibles à avec les femmes, en gros, hein, voilà, à la maison avec les femmes, à dire que vous êtes trop sensible et à faire croire que cette hypersensibilité, cette manière peut-être différente de voir le monde, de percevoir les choses, de percevoir les signaux faibles, en fait, et donc de remettre en question systématiquement le système, parce que c'est ça dont il s'agit, eh bien, pour des groupes qui veulent installer le système et qui veulent installer un système de pouvoir, ça arrange pas en fait. C'est pas du tout arrangeant que des gens remettent en question le système. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous avez vu, je parle beaucoup avec mes mains. Je fais mes mains ont la parole. Ça fait partie aussi, c'est le package. Voilà. Avant, j'en avais honte. Maintenant, j'en ai plus honte. Ça me fait même marrer de faire des trucs comme ça. Voilà. Donc, sentez-vous libre de libérer vos mains aussi derrière vos écrans. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le travail, dans les entreprises, dans l'organisation du travail, où justement c'est une grande source de souffrance pour ces neuroatypiques qui représentent grosso modo 25%, 30%. Quand je faisais la promotion de cette semaine d'initiation, euh, il y a une dame qui m'a demandé, mais comment vous pouvez affirmer que c'est 25% de la population, quelles sont vos sources? Donc je lui ai cité au moins trois études, trois sources. J'espère que je sais pas si vous êtes là ce soir, chère madame. J'espère que ça vous a fait du bien de voir les études que j'ai partagées avec vous. Et c'est ça qui est dingue, c'est que je me rends compte à quel point dès qu'on parle des neuroatypies, comment ça vient exciter quand même un peu certaines personnes. Qui se sentent pas à l'aise avec ce truc-là. Et ça renvoie à faut justifier quoi. Il y a un truc de justification que c'est bien scientifique, justification que oui, il y a eu des études de fait et que non, c'est pas juste un groupuscule de personnes qui veulent faire un putsch pour reprendre le pouvoir dans le monde. Mais enfin, il y a vraiment un peu ce truc-là. Et donc c'est ce qu'on retrouve aussi en entreprise et que moi je vois beaucoup en entreprise en termes de souffrance. C'est quand même assez dingue de se dire que grosso modo, il y a 25%, même 30, je pense qu'on peut pousser à 30, 25 avérés, à 30% de personnes neuroatypiques dans le travail, au travail, à l'âge adulte, dans les entreprises, et de voir à quel point euh, on renvoie, c'est pire que ça, c'est beaucoup plus pervers que ça. C'est que dans les recrutements, on demande à recruter des personnes justement euh, décalées, créatives, différentes, avec un regard différent et tout ça. Donc, on va chercher, on est très attiré dans les recrutements par des personnalités neuroatypiques pour que, une fois qu'elles sont dans l'entreprise, on finit par leur reprocher d'être neuroatypiques, d'être en électron libre, d'être la personne qui empêche de tourner en rond, d'être le poil à gratter, d'être la personne qui pose les questions qui dérangent, d'être la personne qui remet en cause le système, pas pour remettre en cause le système ou le renverser, juste qui, par sa perception différente des choses, par son intuition, par sa lucidité, par les liens qu'elle fait qui sont pas forcément évidents pour la majorité des gens, par sa parfois sa naïveté, son regard naïf ou son regard, moi j'aime bien le regard neuf sur les choses, et donc sa sensibilité va poser des questions qui viennent forcément déstabiliser le système établi. Et donc, comme tout bon système établi qui veut garder le pouvoir et surtout pas que ça change, on finit par reprocher aux neuroatypiques d'être neuroatypiques. Et c'est là que ça devient maltraitant. C'est exactement, mais ce qui se passe dans l'entreprise est la suite logique de ce qui s'est passé dans le système éducatif et à l'école. Et à l'école, c'est à la fois on entend, on demande, on aimerait que les enfants posent des questions, mais quand il y en a un qui pose trop de questions, ça nous saoule qu'il pose trop de questions. Donc on lui demande d'arrêter de poser des questions. C'est le paradoxe.
Il y a un vrai, il y a un vrai paradoxe autour de ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est très très important aussi. Et moi, c'est aussi une de mes missions de pouvoir former des personnes qui à leur tour, vont aussi aller former, vont aussi aller sensibiliser dans les écoles, chez les enseignants, former des enseignants, former des managers, aller dans les entreprises pour sensibiliser et montrer à quel point avoir des personnes neuroatypiques est un atout pour l'entreprise à partir du moment où on respecte leur fonctionnement, à partir du moment où plutôt que de les renvoyer toujours à ah, il fait chier, elle fait chier celle-là, elle est jamais d'accord, elle se plaint pour un oui, pour un non, et nanani, et nanana, et nanana, nanana, on va mettre en place un environnement favorable qui respecte, qui prend en compte les spécificités, parce qu'à partir du moment où un neuroatypique est pris en compte et reconnu, vu, et ce que les neuroatypiques ils veulent, c'est plus que tout au monde, c'est être vu, être reconnu, être entendu et être cru. Vraiment. Et quand on leur offre ces quatre composantes-là, alors on peut tirer le meilleur d'eux-mêmes. Le meilleur d'eux-mêmes. Les neuroatypiques, ils sont prêts à donner le meilleur. Parce que c'est en eux, parce que il y a cette envie de changer le monde, il y a cette envie d'améliorer, il y a cette envie de, voilà, d'avancer et d'avancer ensemble, d'innover, de créer, de transformer, de mettre du beau, de mettre de l'amour, de la joie, de mettre des émotions, de mettre de la vie. Moi, je dis toujours, les neuroatypiques, bien évidemment, tous les êtres humains sont faits pour la vie. Mais les neuroatypiques, ils sont faits pour la vie. Vraiment. Et moi, ce qui me flingue, hein, et je pèse mes mots, m'atteint profondément, c'est de voir comment des êtres qui sont faits pour la vie, pour vibrer, qui ont un potentiel incroyable, incroyable, qui sont faits pour mettre du beau dans tout, pour apporter de la beauté dans le monde parce qu'ils sont très sensibles à ça, bah, passe de être fait pour la vie à s'approcher de la mort, quoi. Parce que c'est pas normal de voir des jeunes adultes neuroatypiques et des adultes neuroatypiques, et ça commence parfois malheureusement très tôt dans l'enfance, c'est pas normal que, à défaut qu'il y ait des bonnes prises en charge, je voyais les trucs là sur des drogues et les addictions, que les diagnostics tardifs, par exemple sur le TDAH, font que si on ne sait pas et si les professionnels de santé n'identifient pas que c'est un TDAH et que on le sait statistiquement, on le sait que dans le TDAH, une des comorbidités du TDAH, c'est l'addiction. Pourquoi? Parce que ça vient de l'impulsivité, du volet impulsivité du TDAH, qui fait que il y a une prédisposition vraiment aux addictions aux addictions. Pourquoi? Circuit de la dopamine, récompense immédiate, sensation forte, shoot de dopamine. Et que si on passe à côté de ça, déjà dans l'enfance, et qu'on met pas en place une prise en charge adéquate qui passe par pédagogie, enfin voilà, il y a plusieurs piliers de la prise en charge, mais c'est vraiment pédagogie, prise en charge comportementale, systémique, médicamenteuse si besoin, et il y a plusieurs piliers que je vais pas tout détailler ce soir, mais que voilà que je détaille euh, dans la formation professionnelle où on va vraiment au fond du fond du fond du TDAH parce que je pense qu'il y a des gros ouais, il y a vraiment des catastrophes en fait, des catastrophes de non-diagnostic, de diagnostic tardif, de non prise en charge qui font que on se retrouve à l'âge adulte avec des personnes extraordinaires qui sont dépressifs chroniques, qui ont des addictions et avec une prévalence de suicide. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait 30% d'enfants HPI qui soient en décrochage scolaire à partir de la quatrième. Ça n'est pas normal. C'est pas normal. Ça me fout en rogne, moi. Vraiment, ça me fout en rogne. C'est pas normal qu'il y ait plein de neuroatypiques qui soient étiquetés à l'âge adulte
bipolaires ou qui finissent par devenir bipolaires, parce que c'est possible aussi, parce que c'est un spectre, hein, c'est vraiment un spectre, euh, et que à force de trauma, à force de maltraitance, à force de, 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 de non-respect du système nerveux et de violation du système nerveux, il y en a qui basculent un peu de l'autre côté du spectre, enfin qui vont un peu de l'autre côté du spectre et qu'il y ait voilà, qui soient identifiés bipolaires avec des traitements pour la bipolarité qui, bien évidemment, s'ils sont TDAH, ben en fait ça n'agit pas et ça ne fait rien et enfin ça sert à rien quoi. Que on n'agisse pas sur l'anxiété, mais en prenant en compte les spécificités de l'anxiété liées aux neuroatypies, liées à l'hypersensibilité, liées au HPI, liées au TDAH, liées au TSA qui est pas forcément la même et c'est pas les mêmes choses qui se jouent pour des personnes qui sont neurotypiques. C'est pas normal qu'on passe à côté des troubles du comportement alimentaire euh, et qu'on fasse pas le lien avec le TDAH par exemple. Alors que si on avait fait le lien plus tôt, et j'en suis la preuve vivante, je me traîne un trouble du comportement alimentaire depuis que je suis toute petite, et c'est à partir du diagnostic tardif, et encore, il a fallu plusieurs années pour que moi qui lis des études sur le trouble du comportement alimentaire et qui suis hyper calée en TDAH, fasse le lien et lise des études qui parlaient du TDAH et des troubles du comportement alimentaire et qui faisaient le lien entre les deux et qui ait fait la démarche d'aller voir un psychiatre et d'aller trouver un psychiatre qui s'y connaissait et qui m'a dit bah oui, bien évidemment, c'est évident et on va mettre en place quelque chose et que ma vie est en train de changer vraiment radicalement parce que le lien a été fait et moi quand je me dis mais quand je vois en fait des plein de personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire, alors je dis pas que systématiquement c'est parce qu'il y a un TDAH, mais que on se pose pas la question, c'est ça qui est embêtant. C'est vraiment ça qui est embêtant, c'est qu'on se pose pas les bonnes questions. Parce qu'on connaît pas, parce qu'on n'est pas informé. Et donc vous allez me dire, bah oui, mais nous à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On est, bonjour, coucou. Quand je m'énerve un peu, je suis, ouh, je gère plus mes mouvements après. Euh, voilà, quand on n'est pas psychiatre, si on n'est pas médecin, si on n'est pas psychologue diplômé d'État, mais en fait, bien sûr qu'on peut agir à notre niveau. C'est-à-dire que quand on est professionnel, quand on est accompagnant en relation d'aide, qu'on est coach, qu'on est psychothérapeute, qu'on est naturopathe, qu'on est sophrologue, qu'on est thérapeute, quelle que soit la thérapie que vous utilisez, en tout cas que vous accompagnez l'humain sur son chemin d'évolution, que vous soyez énergéticienne, peu importe en fait, à partir du moment où vous accompagnez des personnes dans leur développement personnel, sur leur chemin de vie, sur leur évolution, leur spiritualité, peu importe. Moi, vraiment, je trouve que ce qui fait énormément de mal en fait, je vais d'une manière générale, mais surtout pour les neuroatypiques, c'est ce truc de justement de chapelle, diplôme d'État, parce que franchement, si dans la formation professionnelle, j'ai une amie qui est psychiatre qui intervient dans la formation professionnelle, mais elle-même le dit, et elle-même est neuroatypique, et elle-même le dit. Mais si vous saviez, si être psychiatre, c'était un gage de sérieux et d'efficacité, mais ça se saurait en fait. Mais le nombre de psychiatres qui font des catastrophes toute la journée, le nombre de médecins qui font des catastrophes toute la journée. Donc c'est pas qu'une question de diplôme. Bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que ceux qui s'improvisent coach en hypersensibilité juste parce qu'ils sont hypersensibles et qu'ils ont lu 2 livres sur l'hypersensibilité, c'est catastrophique. Mais c'est aussi catastrophique que des psychiatres ou des psys comme, pour ne pas la nommer, mais j'adore la nommer en fait, comme Caroline Goldman, qui disent que en fait le HPI n'existe pas, c'est juste les délires des parents narcissiques et que le TDAH c'est que des enfants qui ont pas de cadre et qui sont mal élevés. L'un n'empêchant pas l'autre, hein. On peut aussi être TDAH et ne pas avoir de cadre, ce qui est d'ailleurs embêtant parce que les TDAH, ils ont vraiment besoin d'avoir un cadre pour avoir moins d'anxiété. Mais on peut tomber, en fait, le diplôme universitaire, le bac+12 et tout ça, n'est pas un gage d'être un bon accompagnant ou d'être un bon thérapeute. Et de l'autre côté, je connais des thérapeutes ou juste des guides spirituels
qui ont une sagesse, qui ont une connaissance de l'humain, qui sont extraordinaires et qui font vraiment du bien et qui aident vraiment les gens. Donc je pense que le curseur n'est même pas vraiment là. Bien évidemment qu'il faut un socle sérieux et se baser, et c'est pour ça que moi j'aime bien me baser quand même sur les études scientifiques qui sont à notre disposition, sur l'apport des neurosciences, parce que ça c'est, enfin, tout est discutable, hein, si on, après on peut partir dans des délires de tout est discutable. Mais moi je pense sincèrement que euh, l'avènement des neurosciences, de l'imagerie médicale, de aujourd'hui à l'IRM, on peut voir un TDAH à l'IRM. On peut le voir, il y a des études, il y a les schémas, on le sait. On peut connaître exactement le circuit de la dopamine et de tout ça. Donc sur le HPI aussi, il y a des, voilà, il y a des chercheurs qui font des recherches où on n'est pas que dans des thèses fumeuses. Non, il y a des preuves tangibles, il y a des études scientifiques qui posent des bases. Et je trouve que de se baser là-dessus, se baser sur aussi la pratique des gens qui ont une pratique de 20 ans, de 15 ans, de 30 ans, ou même une pratique de moins que ça, mais qui font ça toute la journée et qui en sont à 1000 personnes accompagnées et qui voient qui ont cette intelligence-là et cette connaissance par leur pratique empirique aussi, de se baser là-dessus, c'est déjà un gage de sérieux. Et après, moi, j'ai à cœur de dire, bon, bah voilà, tous les psychiatres, tous les médecins vont pas forcément se former aux neuroatypies. En revanche, il y a toute une tranche de la population, une frange de la population qui est coach, qui est thérapeute, qui est psychologue, qui est psychiatre, enfin tous ceux qui veulent, mais y compris des naturopathes, des sophrologues, des énergéticiens, des éthiomédecines, des qui vous voulez en fait, thérapeutes, qui peuvent se former sérieusement à ça et qui, bien évidemment, ne pourront pas remplacer un psychiatre, mais en revanche, qui vont avoir assez de connaissances du fonctionnement pour dire, ah bah voilà, là, ça serait vraiment intéressant d'aller voir un psychiatre pour poser un diagnostic, peut-être pour avoir un traitement médicamenteux qui peut aider. Là, ça serait vraiment intéressant. Moi, je suis pas naturopathe, mais par contre, ça serait vraiment très très intéressant d'aller investiguer du côté du microbiote. Et puis, il y a toute une partie où moi, je peux vous accompagner et je peux vous accompagner vraiment sur une guérison émotionnelle, sur restaurer votre estime de vous, sur votre identité, sur vous apprendre à réguler votre système nerveux. Et on peut faire des belles choses. Je peux vous aider à, voilà, prendre confiance, prendre votre place, développer votre potentiel et vous adresser aux bonnes personnes parce que je sais ce qu'il faut aller regarder en fait. Voilà, je connais, je peux pas tout faire parce que j'ai pas les diplômes pour et parce que chacun son métier et c'est très bien comme ça, mais je sais où regarder, je sais les bonnes questions posées et donc je peux devenir un accompagnant aussi qui va faire son job d'accompagnement, mais qui va faire aussi son job de sentinelle pour pouvoir poser les bons diagnostics, orienter vers les bonnes prises en charge, vers les bonnes personnes, y compris s'il y a besoin de traitement médicamenteux. C'est pas un gros mot. Parfois, il y a besoin. Parfois, il y a vraiment besoin. Donc ça, c'est ça qui me tient à cœur et c'est pour ça que enfin voilà, je pense vraiment que si on prend pas en compte vraiment et qu'on s'y connaît pas vraiment bien dans dans ce que ça implique aussi, pas que sur un plan fonctionnel, c'est-à-dire cognitif, le système nerveux, les méthodes d'apprentissage et tout ça, mais sur ce que ça implique en termes de construction identitaire, ce que ça implique en termes d'estime de soi, en termes de blessures affectives, vraiment, de trauma aussi. Parce que les traumas, c'est pas forcément des grands traumas. Il peut y avoir des grands traumas et plein de petits traumas dans la construction, dans l'enfance et tout ça. Si on passe à côté de ça, on passe à côté on passe à côté. Pour moi, on passe à côté. Euh, voilà, on peut aider en surface, mais on va pas changer vraiment, en tout cas, contribuer à ce que la personne, elle ait une vraie transformation. Et moi, c'est les vraies transformations qui me tiennent à cœur. Je, Franchement, quand j'entends des personnes, et j'en ai eu plein qui sont arrivés à mon cabinet, qui disent, ça fait 4 ans, ça fait
8 ans qu'on tourne en rond. On a vu plein de praticiens, on a vu plein de personnes, on a machin, et vraiment, ben voilà, ça va toujours pas mieux. Euh, j'ai conscience qu'on peut pas sauver tout le monde, vraiment, et qu'il y a un moment aussi, faut faire face à sa zone d'impuissance et à ses limites, parce qu'il y a plein de choses qui dépendent pas de nous en en tant qu'accompagnant, en tant que praticien. Mais souvent quand même, j'ai récupéré des gens dans mon cabinet où a priori on était les gens, tous ceux qu'ils étaient allés voir étaient complètement passés à côté de qui ils étaient en fait et de leur neuroatypie. Et que en prenant en compte ça, ben ça dure pas 4 ans quoi, hein. Franchement, après c'est que du mieux et on peut, je vous dis, hein, c'est toute une vie, c'est le chemin de toute une vie, mais ça dure pas 4 ans pour commencer à se voir différemment, pour se transformer, pour changer deux trois choses dans sa vie qui vont faire que waouh, ça y est, on respire, on vit, on prend sa place, on vibre et on commence à aimer la vie quoi. Ça prend pas des années, ça peut être beaucoup plus rapide que des années et des années et des années à enchaîner des thérapies et des thérapeutes qui servent à rien s'ils sont passés à côté de la personne, quoi. Parce que là, on parle vraiment c'est pas que du fonctionnement, on parle d'identité aussi. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce live d'introduction. Euh, J'ai vu que vous aviez posé pas mal de questions. Ce que je vous demande vraiment sur les questions, c'est est-ce que vous pouvez les renoter dans le groupe Facebook pour qu'on puisse les centraliser. Vraiment, ça sera beaucoup plus facile pour que je puisse y répondre. J'essaye de regarder un petit peu neuroatypique mal diagnostiqué, jeune adulte est tombé dans les addictions de drogue. Comment on peut l'aider? Bah, c'est vraiment de trouver quelqu'un voilà, qui connaît bien les neuroatypies, qui pourra poser aussi un diagnostic. Euh, voilà, parce que s'il y a addiction de drogue, bah, c'est peut-être un addictologue, un psychiatre. Là, on est chez un psychiatre ou chez un addictologue qui, en plus, prend en compte euh, les neuroatypies, qui va le voir avec qui va le comprendre avec cet angle-là. Chaque personne neuroatypique est différente, on peut pas, excusez-moi. Oui, ça, il faut rassurer la personne, l'aider. Voilà, toute spécialisation demande minimum 5 ans d'études. Alors, pas forcément, pas forcément. Après, il y a tu sais, dans les spécialisations, moi, je pense que il y a des personnes, par exemple, qui sont, alors 5 ans d'études, ça dépend des études, parce que t'as des gens qui sont, moi je connais des gens qui sont autodidactes et qui en sont peut-être à 20 ans d'études de manière autodidacte et qui apprennent et qui apprennent et qui apprennent et qui sont hyper calés. Je connais des gens qui se mettent à fond, tu vois, dans quelque chose et en un an ils ont couvert et ils sont tellement spécialistes dans un domaine, tu vois. Donc je suis pas sûre que ça soit 5 ans systématiquement. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Tu vois, t'as des gens qui deviennent experts en très peu de temps parce que ils dévorent tout ce qu'il y a, ils ont une capacité de d'apprentissage. Après, moi, ce que je pense, ce qui nous rend aussi plus que les études, ce qui nous rend vraiment spécialistes, c'est la pratique en fait. Et je le vois, je le vois, je vois aujourd'hui, après 20 ans de pratique, je pense que je suis beaucoup plus compétente que les 5 ans d'études que j'ai pu faire, tu vois, à la sortie de mes études. C'est la pratique qui rend de plus en plus confiant, de plus en plus compétent, qui nous permet de tester des choses, de voir ce qui marche pas, ce qui fait sens, ce qui est logique. Et moi, c'est la démarche que j'ai eue. J'ai eu, voilà, depuis 20 ans, j'ai un laboratoire, même si je fais pas partie d'un laboratoire de recherche du CNRS, j'ai mon laboratoire avec mon cabinet, avec mes formations en entreprise et tout ça, où vraiment je teste des approches, je teste des outils, je m'enrichis aussi, c'est ça que j'adore. Moi, j'adore les gens que je forme. Quand dans la formation, je fais des supervisions après la formation initiale. Donc tous les mois, on a une séance de supervision et j'adore parce que
on est là aussi pour partager ce qu'on a testé, des approches. J'ai testé ça, ça a super bien marché. Tiens, je partage avec vous un outil et tout. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui enrichit vachement une pratique. C'est la pratique et c'est l'échange après avec les pairs, c'est la supervision, c'est le temps. C'est voilà. On peut sortir de 5 ans d'études et pas savoir comment prendre quelqu'un parce qu'on n'a pas de pratique en fait. Qu'est-ce que vous me racontez? Je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je veux faire. Ça s'apprend, on n'a jamais fini d'apprendre car la science évolue. Oh là là, la science, elle évolue à grands pas. Moi, je trouve que c'est assez réjouissant de voir bah déjà qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça. Le cerveau, c'est quand même, enfin, on n'en est qu'à une toute petite un petit pourcentage de connaissances et il y a tellement encore à découvrir et la technologie qui avance et enfin c'est assez beau en fait. Enfin moi j'adore suivre justement toutes les études, tout ce qui se passe en ce moment, toute la recherche et je trouve qu'il y a une accélération et c'est pour le mieux qu'il y ait cette accélération histoire de Merci Isabelle. Si les études suffisaient, Caroline Goldman ne dirait pas autant d'ineptie. Tu es beaucoup trop polie, mais bravo pour ta politesse. Je suis bien d'accord avec toi. Oui, si le titre, si les diplômes suffisaient, mais en fait, on n'aurait que des personnes extraordinaires qui font du super boulot. Ça ne tient pas qu'à ça. C'est très classique et normalisant. On voit le résultat en France avec le manque de praticiens en volume et en qualité. Oui, exactement, exactement, exactement. Mais fort heureusement, c'est pas lié aux études. Fort heureusement, tout ça évolue. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Moi, je suis pas trop pour ce truc de la revanche. Je suis pas dans un truc du tout. Enfin, j'ai jamais été là-dedans. Dans un truc de revanche des opprimés, revanche des minorités, revanche des incompris. Euh, c'est pas ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un rééquilibrage aussi, et c'est pas contre les autres. Je trouve que, en tout cas moi, l'action que je fais, c'est pour la pleine réalisation de ce potentiel, c'est pour prendre sa place, c'est pour contribuer, c'est pour apporter au monde sa lumière en fait. Vraiment, c'est il y a tellement, enfin, je vois tellement de personnes neuroatypiques avec un potentiel extraordinaire, avec un réservoir d'amour incroyable, avec une créativité, une originalité, une vision du monde. Je trouve que c'est dommage, en fait, qu'on voit pas plus le monde à travers les yeux des neuroatypiques. Et c'est pas pour remplacer les autres ou pour prendre le pouvoir, ça, parce que ça, c'est pas du tout un truc de neuroatypique, hein, de vouloir prendre le pouvoir. Pas du tout, il y a de la marge, hein, c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes. Je dis, avant que tu deviennes une connasse égoïste, on a de la marge, tu peux y aller, vas-y, montre-toi, hein, avant de devenir prétentieuse, avant de, avant de devenir égoïste, il y a de la marge, donc on peut y aller et on peut y aller parce que le monde a besoin de ça, en fait. Le monde, il a besoin que ces neuroatypiques-là prennent confiance en eux, restaurent leur estime d'eux-mêmes pour pouvoir contribuer à leur niveau, euh, pour rendre le monde peut-être un peu plus beau, un peu plus juste, un peu plus poétique, un peu plus humain, un peu plus émotionnel. Ce serait chouette. Il y a une nouvelle étude aussi aux États-Unis, c'est le pays pédaloin, c'est sur la myéline. Pour l'instant, ils testent sur les personnes qui ont la sclérose en plaques et vont l'étendre au TDA. Oui, j'ai entendu parler de ce truc-là. C'est à l'état d'embryon pour l'instant, mais ouais, c'est assez prometteur. Améliorer le monde et plus de tolérance. Ouais, et il y a de la place. Enfin, vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'à un moment donné, faut arrêter aussi de en tout cas, moi, c'est le sens aussi de mon action et de mon accompagnement avec les personnes neuroatypiques. Et j'en parlerai demain beaucoup plus en détail. Demain soir, je vais vraiment
vous parler de ma méthode. Les livres, j'en parlerai demain. Je vous donnerai des références de livres. Euh, oui, mais moi, je suis désolée, Isabelle. Moi, j'ai adoré comment a été écrit Ineptie. C'était tellement poétique, écrit comme ça. Donc moi, je garde cette écriture-là. C'est de l'écriture créative et poétique. J'adore. Vraiment, j'adore. Oui, demain, dans le cours de demain, vraiment, je vous donnerai la colonne vertébrale de mon accompagnement. Donc ce sur quoi repose ma méthode et l'accompagnement auquel voilà que je transmets. Et je vous donnerai des livres, je vous donnerai des livres aussi, des références. Du coup je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça me reviendra demain. Il est tard de toute façon. N'hésitez pas vraiment, mettez vos questions dans le groupe. Je pense qu'Angélique mettra un message demain. Euh, Mettez les notifications parce que le groupe il est vivant, il y a des interactions. Vous allez recevoir un mail aussi avec des devoirs, mais c'est des devoirs sympas, c'est des questions de réflexion et je vous invite vraiment à répondre aux questions et je les mettrai dans le groupe Facebook aussi demain, donc dans les commentaires, à faire le devoir, parce que pour celles et ceux qui auront fait le plus d'interactions et le plus de devoirs, à la fin de la semaine, il y aura un cadeau pour celles et ceux qui ont le plus interagi dans le groupe Facebook et qui auront répondu aux questions des devoirs. Ce groupe-là, il est vraiment chouette quand il est bien interactif. C'est aussi, pour moi, cette formation-là, l'occasion de créer une communauté, une tribu qui fonctionne très très bien parce que ça fait vraiment du bien de sentir aussi qu'on n'a pas besoin de mettre les sous-titres, qu'on se comprend. Et ça, c'est super cool. Oui, et c'est ça. Donc demain, quand je vous parlerai de la méthode, bah, il y a un des moteurs vraiment de mon accompagnement, c'est de faire comprendre et de les amener à toucher du doigt, de faire comprendre aux neuroatypiques qu'ils ont tout intérêt à sortir de leur statut de victime dans lequel ils se sont laissés enfermer, victimes de la société, victimes de leur système, victimes de ceux qui les comprennent pas, incompris, décalés, maltraités, tout ça, et que il y a une possibilité de sortir de ça pour prendre pleinement sa place sans se définir comme étant une victime, hein. Et ça, je pense que c'est assez fondamental. Donc on en parlera demain. Oui, à la fin, il y aura une surprise et un cadeau pour celles et ceux qui auront le plus interagi et répondu aux questions. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée. J'ai été désolée pour les petits, mais en fait toutes les vidéos elles vont être en replay dans le groupe, donc il suffit de retourner dans le groupe, elles seront épinglées, donc tu les auras en replay directement. Merci beaucoup. Désolée pour les petits couacs techniques du début. On a fini par y arriver et ça c'est chouette. Merci pour la référence à Catherine Lara, Gouir. C'est très très rigolo. J'aime beaucoup ça. Merci, merci, merci. On se retrouve demain à 20h sur le groupe Facebook en live ou en replay. Je vous embrasse très 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 fort. À demain. Bonne soirée. Salut. Bye bye.